D'accord. Je vais juste partager du coup mon petit PowerPoint. Comme ça nous fait un petit support. Donc normalement, vous allez… Non, vous ne disparaissez pas, je vous vois quand même. Normalement, vous devriez le voir, a priori. Oui, très bien. Super. On le voit. Je le mets en grand écran. Et voilà, normalement, c'est bon. Okay. Alors, par contre, je ne vois plus le chat. Donc, je vous poserai les questions. Ouais, voilà, s'il y a des questions, je les dirai. Tu me les remontes et puis j'y répondrai. Donc, voilà. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle, je suis diététicien comportementaliste, comme vous le voyez. Comportementaliste parce que j'ai fait un DU sur les troubles alimentaires et la formation du GROS. Donc, je m'intéresse plus à ce qui est comportemental dans l'alimentation plutôt que les aliments stricto sensu. J'ai aussi un master de psychologie et je suis correcteur et juré à l'épreuve de mémoire depuis 2012 à Arcueil. Donc, si un jour vous allez à Arcueil et vous êtes parisien, probablement vous aurez éventuellement la possibilité de passer devant moi. Donc, l'épreuve du mémoire, en fait, c'est pas que le mémoire, parce que souvent on s'attache à regarder la production écrite, mais en fait, le mémoire, il commence bien avant la production écrite. Il commence au moment du stage, puisque c'est à partir des stages que vous allez pouvoir rédiger votre mémoire. Et si je dis à partir des stages, ça veut dire que ce qu'on attend, c'est pas que de la théorie. Bien loin de ça. Vraiment, plutôt une image du professionnel que vous êtes. Parce que concrètement, à la sortie du mémoire, vous allez grosso modo exercer dans les 2-3 mois, si vous trouvez un job d'ici les 2-3 mois, que ce soit en restauration collective, en libéral, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment quelque chose de est-ce que cet étudiant, si je le mets face à un patient, si je le mets dans une restauration collective, est-ce qu'il est capable de s'en sortir en tant que futur diététicien? Et c'est pas, par exemple, est-ce qu'il a bien utilisé la formule de Black and Roll, la formule de Henry, ou est-ce que son calcul il est nickel chrome, etc. C'est plutôt, on va vraiment axer sur votre réflexion critique, on va dire, de ce qui s'est passé sur le stage. C'est pas une simple description et où on essaye de de prendre la théorie plaquée sur le lieu de stage que vous avez choisi. Alors, je vois ma connexion qui risque de coupouiller, donc il ne faut pas hésiter de me le dire. Oui, elle n'est pas très bonne, hein, effectivement. C'est un petit peu… Ouais, je sais, c'est un peu… c'est le seul endroit où on me voyait correctement. Donc, du coup, les stages, c'est vraiment un élément important et c'est un élément important parce que aussi, vous allez récupérer des documents. Alors, moi, je dis mieux vaut trop que pas suffisamment. Donc, il ne faut pas hésiter à tout photocopier, à tout récupérer, à tout prendre en photo, etc. Parce que, en fait, c'est à partir de ça que vous allez pouvoir décider. Tiens, si je dis, je vous dis n'importe quoi, vous dites par exemple en restauration collective que le cuisinier ne prend pas bien les relevés de température. Bah, dans ce cas-là, en annexe, vous allez mettre une feuille de relevé de température où vous allez dire on a des feuilles de relevé de température dans le gros bouquin qui répertorie tout l'hygiène tout l'hygiène de la structure, dont je viens de perdre le nom, bien évidemment, parce que ce ne serait pas drôle sinon. Ok, il est dans ce classeur-là, mais en fait, le mec, il ne l'utilise pas. Et donc, du coup, ça fait ça. Et c'est exactement ça qu'on attend. Ça, c'est une réflexion qu'on attend du stage de restauration collective. Si je prends un autre exemple de stage hospitalier, l'exemple, ça serait, voilà, on se rend compte que Madame X, en fait, elle ne mange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en tant que diététicien, quel est l'apport calorique et quel est l'apport protéique que cette patiente consomme. Donc, là, je vais faire, c'est que je vais donner à l'aide-soignante ou à la personne qui s'occupe des plateaux une feuille de suivi alimentaire qu'elle va me remplir. Ensuite, je ferai mes calculs. Et là, on a une réflexion théorique. C'est-à-dire que j'utilise les outils du diététicien, je les analyse et ensuite, je ne mets pas au pif un hyperprotéiné. Je mets un hyperprot parce que cette patiente, elle ne mange qu'un quart de ses plateaux et que du coup, il faut augmenter l'apport calorique, etc., etc. Donc, si je n'ai pas ces documents-là, si je ne les récupère pas lors de mon passage en stage, finalement, je vais dire que cette patiente, elle ne mangeait pas, mais je ne vais pas pouvoir dire combien. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir justifier
je ne vais pas pouvoir justifier ce que je dis. C'est-à-dire, elle mange pas bien. Ouais, ok, mais moi, je suis diététicien, mais on ne peut pas me dire qu'elle mange pas bien. On peut me dire qu'elle mange 1200 calories, ce qui correspond à un tiers de moins de ses besoins, ce qui justifie qu'elle commence à être dénutrie. Et donc, du coup, moi, mon objectif, c'est de la ramener à 1008. Voilà, ça peut être ça. Et du coup, quelles astuces je vais pouvoir mettre pour la passer à 1008 ? Ça va être, je vais mettre je vais enrichir les repas, je vais la passer en texture mixée parce que c'est une dame qui est un peu fatiguée, qui a du mal à mastiquer. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette réflexion-là qui doit ressortir. Et si je n'ai pas les documents de stage, ce n'est pas possible. Parce que du coup, moi, en tant que jury, si vous me dites qu'elle ne mange pas beaucoup, je veux voir combien elle ne mange pas beaucoup et je veux voir comment vous pouvez dire qu'elle ne mange pas beaucoup. Parce que ce n'est pas parce qu'on voit qu'on a l'impression qu'elle ne mange pas beaucoup que c'est vrai. Donc, il faut toujours vous appuyer sur des documents que vous utilisez. Et ça, c'est vraiment crucial. Et c'est peut-être l'écueil principal qu'on voit souvent, c'est des annexes qui servent à rien, parce qu'en fait, elles ne sont pas utilisées dans le corps du mémoire, ou des annexes qui nous manquent, parce que dans le corps du mémoire, vous dites un truc. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir un peu un truc palpable. Vous dites qu'ils ne font pas bien le ménage. J'aimerais bien qu'il y ait un plan de ménage, par exemple, qui soit mis en place. Un plan de nettoyage, pardon, un plan de ménage, au secours. Un plan de nettoyage. Et du coup, vous dites, voilà, ils ont les trucs, ils l'utilisent pas. Qu'est-ce que le diététicien qui aurait un abord plus hygiéniste va pouvoir mettre en place pour dire, OK, il y a le plan de nettoyage, les mecs, maintenant on s'y met. Donc, soit on fait une formation, soit on fait des affiches, soit on prend les gens un par un de manière informelle et on leur dit, soit on dit au chef de cuisine. Et du coup, là, on commence à avoir votre esprit de diététicien. Alors que si on prend les écrits habituels du BTS diététique, là, on n'a pas votre réflexion, on juge votre théorie. Il y a un peu de réflexion, bien évidemment. On peut pas, il n'y a aucun examen où il n'y a pas de réflexion. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée de comment vous avez réfléchi les problèmes que vous avez relevés. Et donc, sur quel document vous vous appuyez pour justifier ce que vous nous dites. Parce que nous, on ne peut pas vous croire, on n'était pas là. Donc, vraiment, le mémoire, ça commence au stage. Ça ne commence pas au moment de l'écrit. Ça ne commence pas maintenant, ou quand vous avez commencé à l'écrire. La deuxième grosse partie, bien évidemment, c'est l'écrit. Je check le temps. Donc, l'écrit, ça va se diviser, on va dire, en 4 grosses parties. La première partie, c'est la partie restauration collective. Donc là, où vous allez diviser, vous avez fait 2 stages, donc vous devez nous parler des 2 stages. L'idée, c'est qu'on voit un peu toutes les facettes du métier de diététicien. En restauration collective, la première facette, c'est l'hygiène, et la deuxième facette, c'est la nutrition. On pourrait dire l'inverse, hein, c'est la nutrition et l'hygiène, peu importe. L'idée, c'est que vous avez fait, donc vous allez appuyer un peu plus l'hygiène sur l'un des 2 stages et aborder un petit peu moins l'hygiène sur le deuxième stage, et inversement sur le deuxième, vous allez aborder un petit peu plus la nutrition et vous aborderez un peu moins l'hygiène. Et vous allez les articuler comme ça. Après, moi, de ce que je vois des mémoires, il y a 2 écoles. Il n'y a pas un truc qu'on est obligé de faire. La première école, c'est de dire, j'aborde mon stage, j'aborde stage par stage. Stage numéro 1, je fais tout le déroulé. Stage numéro 2, je fais tout le déroulé et ils sont bien séparés. La deuxième école, c'est de dire, je mélange tout et je fais qu'une seule grosse partie restauration collective avec mes 2 stages qui s'intercalent. C'est la partie la plus complexe à gérer. Si vous êtes super bon et super bon à l'écrit, vous pouvez y aller. Si vous sentez que c'est plus difficile pour vous d'organiser vos idées, d'organiser les informations, etc., à ce moment-là, moi, par exemple, je vous conseillerais plus de faire stage par stage. Parce que c'est moins casse-gueule. Vous risquez moins de vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, ça, c'est pour la première partie, restauration collective. Donc, ce qu'on attend, comme je vous ai dit un peu en stage, c'est vraiment votre réflexion. C'est-à-dire, d'abord, vous présenter un peu la structure. Parce qu'il faut vous imaginer que moi, par exemple, tous les ans, je lis 12 mémoires pour la soutenance. Du coup, je me retrouve face à 12 structures. Donc, il faut un peu que je puisse m'imaginer, me construire un peu comment cette structure fonctionne dans ma tête. Déjà, ça serait la première chose. C'est comme si, en fait, on était au théâtre et qu'on posait le décor. Si j'ai le décor, je sais à peu près ce qui va jouer dans la pièce de théâtre. Si je n'ai pas le décor, je suis un peu paumé, ça va m'énerver. Donc, du coup, ça, c'est la première. Alors, je ne sais pas, il y a un micro, je crois, qui est allumé.
Donc, du coup, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être, par exemple, là, vous allez mettre en œuvre votre travail de diététicien, c'est-à-dire vous allez analyser l'hygiène et la nutrition. L'hygiène, par exemple, comme vous aurez évolué depuis 2 semaines, par exemple, sur votre structure, vous allez vous rendre compte que on n'évolue pas dans une cuisine qui est parfaite et que parfois, il y a des choses que les personnels font qui ne sont pas du tout réglementaires. Par exemple, je ne sais pas, moi, ils vont mettre les poubelles dans les couloirs, ils vont pas nettoyer les trucs correctement, etc. Donc ça, c'est votre œil qu'il faut aiguiser pour repérer tous ces éléments-là. Et ensuite, vous allez les analyser. Et surtout, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez dit aux responsables de la cuisine par rapport aux problèmes que vous avez relevés pour les régler. Bien évidemment, quand on propose une solution, c'est toujours une solution adaptée. Si par exemple la cuisine, on ne peut pas faire la marche en avant dans l'espace, vous n'allez pas dire moi je casse tous les murs et puis je refais toute la cuisine et puis comme ça on fait la marche en avant dans l'espace. On ne va pas partir là-dessus parce que les cuisines centrales, elles n'ont pas de sous. Par contre, on va dire, OK les mecs, vous ne pouvez pas faire la marche, mais par faire une marche en avant dans le temps. Et du coup, j'ai fait plein de documents, je l'ai donné au chef de cuisine, et après, le chef de cuisine, il suit ou il ne suit pas. Ça, ce n'est pas grave. On sait très bien que vous êtes stagiaire et que toutes les propositions que vous allez faire ne seront pas forcément suivies. Ça, on en est pleinement conscient. Donc, on ne va pas vous dire « Ah bah ouais, mais attendez, il ne l'a pas fait, comment ça se fait ?» Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la proposition de solution était pertinente. C'est ça qu'on juge. Ce n'est pas est-ce qu'elle a été mise en œuvre. Donc, il faut vraiment vous décomplexer là-dessus. On sait pertinemment que tout ce que vous direz ne sera pas mis en place. Après, c'est extrêmement rare de trouver une structure où il n'y a pas de problème. Moi, quand je lis un mémoire où il n'y a pas de problème, je me dis, alors soit on est sur une cuisine centrale du feu de Dieu qui respecte tout avec des gens qui sont formidables et qui font aucune erreur, ce qui me semble existant. Donc, du coup, normalement, il y a toujours des micro-erreurs. Donc, à vous, par exemple, en amont de votre stage, de lire un peu les textes réglementaires qui encadrent l'hygiène, les textes réglementaires qui encadrent la nutrition, pour déjà vous dire, OK, j'ai en tête tous ces éléments-là, et du coup, je vais me faire comme une grille d'observation, soit papier, soit dans ma tête. Moi, je conseille toujours le papier sur les éléments qu'il faut impérativement pointer. Et du coup, ça vous permet un peu de pouvoir vous repérer, de pouvoir relever. Parce qu'en 3 semaines, vous allez bosser, vous n'allez pas faire qu'observer. Donc, il faut tout le temps que vous ayez ce regard un peu acéré sur ce qui est en train de se passer autour de vous pendant que vous bossez. Rappelez-vous que même si vous êtes mis sur un poste et que vous devez travailler, vous êtes en stage pour apprendre. Vous n'êtes pas en stage pour faire des salades vertes, quoi. Donc, du coup, même si on vous met à ce poste-là, n'oubliez pas qu'il faut garder l'œil ouvert sur les règles d'hygiène, qu'est-ce qui se passe, aller voir dans les bureaux, demander, enfin voilà, il faut vraiment aller chercher ça. Dans la deuxième grosse partie, donc c'est la partie milieu thérapeutique, où là, en fait, vous devez présenter 3-4 patients. Vous ne présentez pas des maladies, vous présentez des patients qui sont atteints de maladies. Un truc qui me met hors de moi, donc si vous voulez être sympa avec moi et que je sois de bonne composition pour lire votre mémoire, c'est par exemple prise en charge d'un diabète gestationnel. Non pas en charge d'un diabète gestationnel, on prend en charge Madame W qui est atteinte d'un diabète gestationnel. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous partez de cet esprit-là, vous allez forcément prendre le contexte dans lequel évolue Madame W. Vous n'allez pas prendre le diabète gesta, parce que moi, je sais ce que c'est le diabète gesta, j'en ai pris en charge, j'ai lu plein de trucs dessus. Par contre, ce que je vais juger, c'est est-ce que vous êtes capable de prendre le contexte de vie de Madame W en compte pour adapter votre régime W. Et pas que vous allez prendre Madame W pour un espèce de tas de pâte à modeler que vous allez former pour qu'elle suive strictement le régime du diabète gesta. On est vraiment dans une dynamique où on prend en charge le patient. Donc, du coup, si par exemple, Madame W qui a son diabète gesta, en plus, elle a une hypertension, vous ne pouvez pas me squeezer l'hypertension et vous concentrer que sur le diabète gesta. Vous allez me prendre en charge
le diabète gesta, et vous me ferez un petit passage sur l'hypertension. Mais on sait que le diabète gesta, c'est la plus grosse partie du régime, mais il faudra quand même aborder l'hypertension. Et si je continue dans ce sens-là, encore une fois, il n'y a pas de gold standard qu'on est obligé de suivre pour rédiger un cas de patient. On n'est pas obligé de commencer par une partie. Moi, quand je conseille mes étudiants, je leur dis toujours, pour moi, comme on prend en charge un patient, encore une fois, il faut déjà poser le décor, il faut déjà nous présenter le patient. Quand on prend en charge une pathologie, ça se traduit comment? Ça se traduit que vous commencez par la physiopathe. De un, on est diététicien, on n'est pas médecin ou physiopathologiste ou prof de bioche. De deux, ça me montre à moi, ça me donne l'impression que vous prenez en charge une pathologie et pas un patient. Et ça m'embête un peu, parce que moi, quand je reçois en cabinet mes patients, et ben, du coup, je reçois des gens qui ont des pathologies, bien évidemment, que je dois prendre en charge, que je dois prendre en considération dans ma manière de travailler, mais je ne prends pas en charge des pathos. Ces personnes, ils ont évolué, ils ont un travail, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'on commence par présenter le patient, les données socio-économiques, les données anthropométriques, la maladie, comment ça se fait que je le retrouve dans ce service de l'hôpital, par exemple, quel a été son parcours pour en arriver dans le lit de l'hôpital et que vous soyez à son chevet, parce que là, on parle bien de clinique, donc au chevet du patient, donc comment il en est arrivé là. Et ensuite, vous me dites, OK, maintenant, on va passer à la physiopathe, je vous explique vite fait la maladie, et j'insiste sur vite fait, on est sur un cas de patient qui prend une dizaine de pages, on est sur deux pages et demie sur la patho. On veut juste comprendre, on veut juste se rendre compte si vous comprenez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas là pour nous faire un cours magistral sur la physiopathologie du diabète. C'est juste, OK, est-ce qu'elle sait où est le problème du diabète, de quel organe ça provient, peut-être une petite présentation de l'organe qui va bien, une petite présentation de l'organe qui déconne, qu'est-ce que ça donne, comment on peut se rendre compte de ça, et pas fond d'enquille sur la prise en charge diététique. Et une prise en charge diététique commence obligatoirement par une prescription médicale. La prescription médicale, le diététicien, il n'agit que sur prescription médicale. S'il n'y a pas de prescription, on ne peut rien faire. Par exemple, on vous demande toujours de dire combien de calories a besoin le patient. L'erreur que je vois tout le temps, c'est une formule de Henry ou une formule de Black & Hall ou n'importe quelle formule, et pouf, on se retrouve avec les besoins caloriques du patient. Mais moi, quand je vois que le patient il a besoin de 2787 calories pour son séjour à l'hôpital, je me dis, mais comment ils font dans la chaîne plateau pour prescrire 2700 calories? Ça veut dire que le patient d'à côté, lui, va être à 1008 et donc le cuisinier, quand il va servir ces petites quantités, il va faire un plateau à 1008, un plateau à 1850, un plateau à 1900. Ça ne se passe pas comme ça à l'hôpital. Et donc, si on part du principe qu'on présente la réalité, du coup, on fait ça. Si par exemple le patient, je reprends Madame W qui est diabète gesta, elle a été mise au régime normal, c'est-à-dire le plateau de l'hôpital classique, vous me calculez 3-4 jours de plateau, vous me le mettez en annexe, le régime, ça sera une moyenne, on va dire en moyenne, Madame W sera à 1900 calories, même si ce n'est pas ses besoins, de toute façon, c'est la prescription du médecin, puisqu'il n'y a pas eu d'autres prescriptions. Donc, elle est un peu, comment dire, j'ai perdu le mot. J'avais un joli mot, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. Elle n'est pas dite, quoi. Mais en tous les cas, elle est faite. Bon. Voilà. Et ensuite, du coup, vous allez… Là, ce qui, moi, m'intéresse et ce que j'adore, et généralement, pour ne pas faire de secret, je survole la partie physiopathe parce que je sais que vous avez tous fait des résumés des différents bouquins que vous avez. Donc du coup, que j'ai une fois en 12 ans, une fois en 10 ans, j'ai trouvé une erreur dans le physiopathe, mais c'est voilà, où c'était très mal expliqué. Du coup, je me suis dit que l'étudiant n'avait pas tout à fait physiopathe. Donc, j'y passe pas beaucoup de temps. Donc, en fait, là où moi, je veux beaucoup m'arrêter, c'est sur ce qui suit, en fait, votre Justif des ANC. Ce qui suit, c'est votre prise en charge. Et là, j'ai presque envie de dire, faites quelque chose où, jour par jour, on sait ce qui se passe. Jour par jour, vous me dites, Madame Machin, je l'ai mis à ça, je l'ai mis à ce régime-là, elle l'a mal toléré parce qu'elle m'a dit qu'elle avait des gaz, par exemple. On va dire une patiente qui s'est fait, je sais pas moi, une colectomie droite ou gauche, peu importe. Et du coup, on va lui mettre
en fibres et ensuite on fait l'alimentation. Et du coup, jour par jour, on va aller voir Madame Y ou Madame S, peu importe. Et du coup, vous allez dire, elle a eu des gaz, donc du coup, j'ai peut-être été un peu trop vite dans la réalimentation, donc on est revenu en arrière. Ensuite, on a réaugmenté les fibres. Là, c'est passé où on a changé la texture. Du coup, j'ai été revoir la patiente, ça a bien marché. Comme elle a un régime de sortie, du coup, il fallait que je prépare sa sortie, donc il fallait qu'elle ait des connaissances. Par exemple, pour le diabète gestationnel, bah, du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour que votre patiente, Madame W du diabète gesta, ait la connaissance nécessaire à la bonne connaissance de son régime. Par exemple, vous pourriez dire, bah voilà, je me suis pointé avec les menus de l'hôpital et j'ai dit à Madame W de me montrer, d'entourer les sources de glucides. On a fait des équivalences, donc du coup, je lui ai montré les quantités de sucre dans un fruit pour 100 grammes, les quantités de machin, et du coup, on a fait des équivalences. Et là, elle m'a dit, on s'est entraîné comme ça, etc., etc. Et du coup, tous ces éléments-là, moi, je vais me dire, OK, là, j'ai une diète en face de moi qui a tout pigé. Même si on sait qu'en réalité, vous ne pourrez pas faire ce travail-là parce que ça ne se passe pas comme ça à l'hôpital, ce que je veux, c'est que vous montriez vos trucs et astuces pour apprendre aux patients, en fait, pour faire notre cœur de métier, c'est-à-dire donner les clés aux patients pour qu'il puisse gérer son régime alimentaire tout au long de sa vie. Donc, quand je vois, par exemple, une justice des ANC et ensuite un régime de sortie et que j'ai Madame W, elle a tout compris, c'est un peu sur ma faim. Je me dis, mais ouais, mais elle a tout compris, mais comment vous le savez qu'elle a tout compris? Est-ce que vous lui avez fait passer des tests avant et après, de connaissances, par exemple? Ça veut dire quoi, elle a tout compris? Ça veut dire qu'elle a une glycémie à un 10 ou un 5, ou ça veut dire que, enfin, si elle est sur un diabète gestal, elle a une glycémie à 0,94 normalement. Ou est-ce que ça veut dire que, enfin voilà, c'est quoi? C'est pas suffisamment précis. Et du coup, on voit pas qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que votre patiente, elle maîtrise son régime. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est quels outils vous avez utilisés, quels outils vous avez construits, quels outils vous avez pris de l'hôpital, voilà, pour que votre patiente, elle apprenne quelque chose, en fait. C'est ça le but du jeu. Donc, même si, vous savez, moi, par exemple, s'il y a des erreurs théoriques, bon, faut pas que ce soit des trucs dramatiques, mais s'il y a des petites erreurs théoriques, et ben pour moi, c'est pas grave parce qu'on n'est pas là pour juger ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous rappelle quand on fait les réunions de coordination à Arcueil. Ils nous disent bien, bon, on n'est pas là pour juger la théorie, on est là pour juger la pratique. Donc, certes, vous avez besoin de la théorie pour pratiquer, sinon ça ne marche pas. Mais en tous les cas, même s'il y a 2-3 erreurs, on se doute bien qu'en 2 ans, vous êtes incapable de tout connaître et n'importe quel diététicien qui se respecte dira, moi, je ne connais pas tout, je connais ce que je fais et je le connais bien. Mais par contre, ce que fait la diététicienne, moi, par exemple, une diététicienne de néphro, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer ce qu'elle fait parce que j'ai jamais travaillé en néphro et je ne suis pas un patient néphro. Par contre, vous me donnez une patiente qui a un trouble du comportement alimentaire, là, je sais exactement comment naviguer. Donc, on sait très bien que au niveau théorique, vous n'êtes pas parfait et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est que vous ayez la réflexion du diététicien. Et c'est ça que vous apprenez en stage hospitalier. Et bien sûr, vous allez conclure. Moi, ce que j'aime bien, c'est les conclusions. Alors que ce soit pour n'importe quel stage, finalement, c'est une conclusion sur qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, professionnel. En termes de compétences professionnelles, qu'est-ce que ce stage vous a appris? Je vous donne des exemples un peu bateaux, mais ça serait, par exemple, j'ai appris à vulgariser les connaissances scientifiques que j'ai. Parce qu'un patient, vous n'allez pas lui dire, vous n'allez pas lui faire le cycle de Krebs ou vous n'allez pas lui faire, je fais un petit clin d'œil à la biochimie qui a dû passer il n'y a pas longtemps, ou vous n'allez pas lui faire, je ne sais pas quel autre truc de biochimie, parce que bon, c'est un peu lointain, mais voilà, on va pas lui faire ça. On va lui dire, pour utiliser l'énergie, vous avez besoin d'oxygène, donc il faut bien manger, il faut bien respirer. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais voilà, c'est ça qu'on va dire, c'est ça qu'on attend, c'est comment vous avez vulgarisé, comment vous avez rendu accessible votre science. Et donc, du coup, ça, on va regarder. Voilà, le patient, il n'a pas besoin d'avoir le dessin du glucide. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il y en a deux. Il y a les glucides complexes et il y a les glucides simples. Et du coup, où qu'on les trouve et qu'est-ce qu'on en fait quand on les trouve. Et du coup, comment j'en mange, à quel moment, etc. Voilà ce qu'il a besoin. Surtout, où est-ce qu'il les trouve.
Donc ça, c'était pour la partie… je vais un peu vite, vous me dites s'il y a des questions ou s'il n'y en a pas, si c'est clair, si ce n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à intervenir. Du coup, la dernière partie de les stages, voilà. Là, je m'arrête là. J'avais oublié de passer les slides. Donc, les stages à thème optionnel, par exemple, là, c'est ce qu'on attend, c'est déjà pourquoi vous avez choisi cette structure. Est-ce que là, c'est vous qui choisissez ou est-ce que vous avez tant que c'est un lien avec la diététique? Alors, il y a quelques questions qui se posent en ce moment sur, par exemple, j'avais un étudiant qui avait fait un super stage optionnel dans une entreprise lambda, je crois que c'était je sais plus, c'était un magasin, mais je sais plus, un très grand magasin. Du coup, on avait questionné la validité de son stage parce que c'était pas strictement lié à la diététique. Donc, il faut faire gaffe avec les lieux de stage où il n'y a pas d'éthique. Alors qu'elle avait fait un truc d'enfer. Hein. Moi, j'avais adoré ce qu'elle avait fait. Peu importe. Donc, du coup, là, c'est pourquoi ce stage-là? Pourquoi vous avez voulu évoluer ici? Qu'est-ce qui fait que cette structure, elle a attiré votre attention? Et si je mets montrer sa passion, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme vous êtes libre, je dirais que c'est un peu le dessin de ce que vous auriez envie de faire après. J'en ai beaucoup qui vont en salle de sport parce que ça marche bien. C'est facile de trouver un stage en salle de sport et c'est quelque chose qui passionne les étudiants. Donc, pourquoi pas une salle de sport, par exemple? J'en ai, par exemple, qui ont fait un autre stage, mais cette fois-ci, encore une fois, mais en ETP. Et pourquoi pas? Je trouve ça génial. Mais par contre, ce n'est pas un cas de patient qu'on présente. On va plutôt axer sur l'ETP, les choses comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est quelque chose qui est devenu incontournable. Si vous n'avez pas une formation ETP, vous avez peu de chances de trouver un job en milieu hospitalier, par exemple. Donc vraiment, le stage optionnel, c'est pourquoi ici. Et ensuite, vous allez nous dire un peu, comme dans les cas de patients, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait et vous avez fait vos actions. Si vous étiez dans une école, par exemple, et que vous êtes intervenu auprès de jeunes enfants, du CP au CM2, bah, du coup, vous allez nous dire comment vous avez choisi les thématiques que vous aviez abordées. Est-ce que vous en avez discuté avec les profs? Est-ce que vous avez été en classe, vous avez proposé plusieurs sujets, du coup, ils ont choisi? Enfin, voilà, comment vous avez décidé de ces choses-là? Pourquoi pas les profs qui vous disent, bah, nous, on voit qu'ils mangent plein de chips à 4 heures et du coup, c'est pas le bon goûter. Bah, du coup, on va faire une intervention sur les goûters. Je trouvais ça plus pertinent de faire une intervention, par exemple, sur un dîner équilibré. Voilà, c'est un exemple parmi des milliers. Et du coup, vous allez nous dire, OK, maintenant qu'on a le thème, comment vous avez construit vos supports? Et ensuite, comment ça s'est passé en classe? Quelles questions vous avez eues? Est-ce que les élèves se sont intéressés? Et surtout, vous n'allez pas oublier, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir, quand on va en classe, par exemple, avoir un avant-après. C'est-à-dire, avant, ils avaient telle connaissance, donc monter un petit questionnaire, une dizaine de questions, par exemple, sur des trucs un peu ciblés sur ce que vous allez leur apprendre, et d'avoir un questionnaire de fin qui vient illustrer un peu les connaissances acquises. Et du coup, vous allez pouvoir, par exemple, comparer les questionnaires entre eux. Et ça peut nous faire un tableau un peu sympa. De dire, bon, bah voilà, avant, la note moyenne, elle était à 3 sur 10. Et après mon intervention ou après mes 5 interventions que j'avais prévues sur cette classe, et bien finalement, on se retrouve à une note moyenne à 7 sur 10. Et du coup, là, on se dit, OK, c'était pertinent, ça a fonctionné et on en a la preuve. Et ça, c'est top. Et c'est aussi un truc où on se dit, bon, voilà, elle est capable de se remettre en question. Enfin, cet étudiant est capable de se remettre en question. Il est capable de se critiquer, de dire, par exemple, bah, s'ils étaient à 3 et qu'ils étaient à 2 à la fin, de se dire, bah, peut-être que moi, je n'ai pas été pertinent. Et pourquoi pas le mettre dans le mémoire même. Vous voyez, de dire, bon, bah voilà, je pense que je n'ai pas utilisé le bon angle de vue, donc du coup, il faut que je change mon fusil d'épaule pour les prochaines fois, par exemple. Donc voilà, là, on est vraiment sur du terrain, on est vraiment sur de la santé publique en général. C'est vraiment ce qu'on attend de ce stage-là. Et pour terminer, vous avez une réflexion personnelle à produire. Donc là, j'ai marqué une continuité, une suite, une analyse. C'est-à-dire que souvent, sur les réseaux sociaux, je vois souvent traîner il faut que ce soit en lien avec le mémoire. Pas du tout, c'est totalement faux. Vous faites ce que vous voulez, tant que ça tient, tant que ça traite de la diététique. Et c'est le même format que le stage à thème optionnel, c'est-à-dire un sujet qui vous passionne,
vous allez nous dire pourquoi il vous passionne, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, et ensuite, vous allez développer, sachant qu'il faut quand même un questionnaire. Alors, moi, je n'attends pas forcément de questionnaire. S'il y a une très bonne réflexion, je m'arrête à la réflexion. Maintenant, il y a beaucoup de jurys qui attendent un questionnaire qui soit analysé. Qui soit analysé maintenant. Voilà. Johan, je peux me permettre de vous poser deux questions. Donc, Ouais. la première de Dalila, peut-on lier stage à thème optionnel et réflexion personnelle? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez comme vous ne pouvez pas. C'est vous qui décidez, c'est libre. Et ça peut être vachement intéressant parce que du coup, un stage à thème optionnel, c'est 6-7 pages. Une réflexion personnelle, c'est 6-7 pages. Si vous liez les deux, vous avez 14 pages pour approfondir un sujet. C'est vachement intéressant. Et une autre question de Patrice. Est-ce que le questionnaire peut être ciblé sur l'équipe de cuisine en termes d'évolution des connaissances sur le stage optionnel? Bien sûr. Là, ça serait une continuité finalement. Et du coup, vous allez pouvoir un peu, donc je crois que c'est Patrice, c'est ça, vous allez pouvoir au contraire dire, voilà, mon intervention sur cette cuisine, elle a été pertinente, elle a servi aux équipes et elle leur a permis d'acquérir des connaissances. Et vous allez pouvoir dire, voilà, les connaissances qu'ils ont acquises, elles se situent là, là, là et là. Et c'est vachement bien pour les clients qui servent. Donc ouais, c'est tout à fait pertinent. Très bien. Alors, je vois qu'il reste à peu près 6 minutes. Ouais. Johan. Peut-être que je vais aborder, l'oral comme la question du début. Alors, l'oral, en fait, il se découpe en deux temps. Le premier temps, c'est la présentation de votre mémoire. Donc, vous devez présenter l'ensemble du mémoire. La partie réseau, la partie milieu thérapeutique, votre réflexion personnelle et votre stage à thème optionnel. Présenter, ça ne veut pas dire faire une redite ou un résumé de ce que vous avez fait. Ça peut être, par exemple, choisir un fil rouge, les compétences de la diététicienne ou du diététicien. Et donc, en restauration collective, quelles compétences sont nécessaires, professionnellement parlant, pour être un bon diététicien en restauration collective. Pareil en milieu thérapeutique, etc., etc. Ça peut être un fil rouge comme ça. Ça peut être des questionnements que vous avez eus. Par exemple, voilà, j'ai fait mon stage en restauration collective dans la cuisine de X. Et du coup, dans cette cuisine, j'ai trouvé ça super cool parce qu'en fait, ils utilisaient beaucoup de produits bio et locaux. Et du coup, je voyais les enfants qui finissaient leurs assiettes systématiquement parce que c'était une cuisine maison, alors que dans mon deuxième stage, c'était plutôt une restauration collective classique. Et du coup, les assiettes, elles avaient tendance à être moins finies, mais en même temps, les produits, ils étaient plutôt de seconde gamme. Et de dire, voilà, donc en fait, je me dis que voilà, la restauration collective, l'intérêt, c'est de réduire le gaspillage pour avoir plus de budget, pour pouvoir utiliser des produits de meilleure qualité et donc que le consommateur mange plus. Ou en tous les cas, pour que les enfants terminent leurs assiettes. Ça peut être un fil rouge comme ça. En gros, vous pouvez soit utiliser un support comme moi, PowerPoint, par exemple. Par contre, il faut savoir le maîtriser. Si c'est un PowerPoint que vous lisez, vous oubliez tout de suite. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est que vous nous parliez. Ce n'est pas que vous nous lisiez un texte, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est écrire sa présentation de A à Z, se chronométrer montre en main, que ça dure un quart d'heure, parce que moi, à 15 minutes, je vous dis stop. Généralement, je vous préviens 1 ou 2 minutes avant, je vous dis, bon, attention, il va falloir penser à conclure. Mais à 15 minutes, on vous arrête. Donc, vous récitez, vous écrivez votre texte, vous l'apprenez par cœur, vous faites des petits bullet points, là, comme ça, en restauration collective, des mots-clés qui vous permettent de vous retrouver dans votre discours, de vous raccrocher un peu. Et soit vous utilisez un support PowerPoint avec des photos, avec des choses, soit j'ai une élève, par exemple, qui nous avait donné des documents qu'elle avait transmis sur ses lieux de stage et qu'on pouvait regarder pendant qu'elle présentait son truc. Donc, du coup, ça nous occupe un peu. Donc, voilà, c'est vraiment libre, j'ai envie de dire, il faut que vous soyez à l'aise et que ce soit naturel. Il ne faut pas que vous lisiez un document, surtout pas. Ça, c'est le truc, voilà. Et il faut que vous vous entraîniez à avoir un ton un peu, je ne sais pas si je suis un bon exemple, mais vous voyez, où ça monte, ça descend, voilà, on bouge un peu, voilà, on ne s'endort pas, quoi. Genre, quand vous m'écoutez, vous ne dites pas, oh putain, on se fait chier, on va dormir, voilà. On se dit, bon, c'est cool, on est là, voilà, on passe un bon moment, on est ensemble. La deuxième partie, c'est des questions pendant 30 minutes. Donc là, grosso modo, les obligations du jury, c'est normalement, alors parfois on n'y arrive pas, c'est de vous poser au moins une question sur l'ensemble des sous-parties de votre mémoire. Alors, il faut vraiment vous dire qu'on trouve l'endroit que vous ne connaissez pas.
vous avez 100% de chance qu'on tombe sur le flou. Donc, du coup, moi, ce que je conseille toujours, c'est les choses que vous ne connaissez pas beaucoup, vous ne maîtrisez pas, vous les expliquez à fond. Les choses que vous maîtrisez par cœur, bon, là, vous pouvez laisser des flous. C'est un peu une manière de, comment je pourrais dire, d'influencer le jury, de le manipuler, quoi, on va dire, en gros. Parce que moi, si je vois un flou, bête et méchant, j'y vais à fond. Hein. Si vous me dites, oui, la glycémie de monsieur machin, elle n'était pas dans les clous, et que vous vous arrêtez là, moi, je veux dire, mais qu'est-ce que les glycémies normales? Obligatoirement, je tombe dans le panneau. D'accord. Et là, vous allez me dire que la glycémie normale, c'est entre 0,90 et 1,10. Là, on peut dire qu'on est dans les normes, etc. Et du coup, bah, vous avez gagné une question et vous avez gagné une bonne réponse. Et donc, du coup, dans la tête du jury, ça fait ah bah, il est bon cet étudiant. Ce qui est forcément le cas, bien évidemment. Johan, on va Et revenir donc, sur voilà. excusez-moi. On peut Ouais. revenir parce qu'il reste vraiment peu de temps. Une question d'Élodie, au niveau du mémoire, doit-on rester très formel ou peut-on mettre un peu de couleur au niveau des titres, des images rigolotes, un peu de légèreté? Alors, pas d'image rigolote, pas de légèreté. Des couleurs, oui, vous pouvez, tant que ça reste harmonieux et que vous utilisez. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie dans votre mémoire. Donc, du coup, allez pas me faire l'arc-en-ciel. Grosso modo, dans les mémoires, on va dire, bon, alors là, je vous parle de mon expérience universitaire, on n'est pas folichon. Hein. C'est du bleu marine, du noir, éventuellement du gris, et voilà. En Il faut rester diététique, sobre. on peut se permettre un peu plus de couleurs, mais du coup, il ne faut pas faire l'arc-en-ciel. Vous choisissez une couleur, vous la gardez, parce que du coup, ça donne une harmonie et c'est plus facile à lire, c'est plus agréable. J'avais une question aussi d'Alice. Est-ce que la Ouais, réflexion personnelle doit forcément avoir un lien avec un des stages? Et quels pas sont du les tout. thèmes à éviter? Pas du tout. Les thèmes à éviter, c'est me dire que Weight Watchers, c'est un super régime et qu'on s'éclate et qu'on devrait tous faire Weight Watchers, ou de me dire que du camp, bah, c'est bien parce qu'on perd du poids. Voilà. Dès que vous allez vers un régime connu, là, vous prenez des méga risques. Et quand, par exemple, vous choisissez de faire votre réflexion personnelle, comme j'ai déjà eu le cas sur des produits industriels du type petit pot pour bébé de la marque HIP, c'est la marque bio de certains magasins, et que vous m'encensez cette marque-là et que vous dites c'est absolument génial, là, on ne va pas être content parce qu'on veut de la critique. Donc, du coup, moi, je vous dis évitez tout ce qui a trait au régime, à tous les régimes à la mode, du camp, etc. Et si vous parlez de produits industriels, évitez de dire que c'est la teuf parce qu'en fait, bah, ça vient un peu en contradiction avec les 2 ans d'études que vous venez de passer. Quoi. Très bien. Eh bien, je vais prendre la parole un petit moment, Johan, pour déjà pour vous Ouais. remercier pour cette première petite séance introductive à la préparation du mémoire. Remercier aussi le groupe Santé Diététique, qui est éditeur de livres spécialisés pour le BTS Diététique, que vous connaissez, je pense, la collection jaune Mon BTS Diète. Ce groupe organise aussi des sessions de stage, de coaching pour les entraînements aux épreuves du BTS Diète. Et j'en profite pour vous indiquer que après cette séance introductive, nous allons vous proposer des formations plus complètes de 2 heures dispensées par Johan Benguigui en juillet pour la préparation de l'écrit et en septembre pour la préparation de l'oral. Donc, je vous communiquerai toutes ces informations dans le message que je vous enverrai dès demain avec le lien vers le replay et vous aurez donc les modalités si vous souhaitez vous inscrire. Donc le 6 juillet, le 20 juillet et le 7 septembre. Mais vous aurez tout le détail très, très prochainement. Voilà. Est-ce que, Johan, donc, je vous laisse le mot de la fin. Ouais. Merci. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que du coup, c'est vachement bien pour les étudiants, voilà, ces petits trucs parce que voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble du mémoire. J'espère que ça va vous aider. Et effectivement, pendant ces 3 modules, on va vraiment essayer de travailler sur votre mémoire. L'idée, c'est que je fasse quelque chose qui soit très théorique et très approfondi sur les attentes de chaque partie,
Qu'ensuite, si on les a espacés de 15 jours, ces 2 séances, c'est parce que comme ça vous laisse le temps d'écrire. Et le 20, on fait quelque chose qui est vraiment adapté à votre mémoire, c'est-à-dire que je réponds aux questions que vous avez eues de manière très précise sur vos petites difficultés sur la rédaction du mémoire. Et le 7 septembre, du coup, là, vu qu'il n'y aura plus de mémoire écrite, on va passer à la partie orale. Et donc, on va essayer de s'appuyer un peu sur mon expérience et on va essayer de travailler un peu cette partie qui fait très peur parce que là, vous allez vous retrouver face à 2 méchants jurys qui vont vous scruter et vous regarder. Et donc, il faut que vous soyez fort. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Yohan Benguigui. Et puis, on vous dit à très Alors, moi, bientôt. je voulais rajouter une information quand même. Merci à tous. Et puis, je voulais quand même prévenir tout le monde, surtout pour les premières années, que Yohan Benguigui est en train d'écrire un livre. Donc, je connais sa discrétion et voilà, il ne s'en est pas vanté. Mais néanmoins, il est en train de préparer un livre sur cette thématique-là. Donc, du stage au mémoire et jusqu'à l'oral. Voilà, un tout en un, très pratique, très pédagogique et qui sera disponible à la fin 2021, 2022 au plus tard, début 2022 au plus tard. Voilà, mais ça sera surtout pour les premières années. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ce soir, mais voilà, vous aurez un outil complémentaire très précieux. Voilà. Ouais, exactement. Eh bien, merci beaucoup et on va clôturer cette séance. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir à Au tous. revoir.